Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission sur l'égalité des chances pour les jeunes. Nous sommes en plein cœur d'information et orientation. C'est notre salon des collégiens dans l'Ain où 7000 élèves de 3e viennent découvrir durant 3 jours 15 filières qui recrutent. Alors vous êtes nombreux pour lesquels l'accès à l'emploi et à une formation de qualité est un enjeu crucial. Malheureusement, trop souvent, des obstacles empêchent certains jeunes de bénéficier des mêmes opportunités que d'autres, que ce soit en raison de leur catégorie socio-professionnelle, de leur âge, de leur sexe ou de leur situation géographique par exemple. Au cours de cette émission, nous entendrons des professionnels qui s'engagent pour l'égalité des chances pour tous. Nous allons également discuter des enjeux, des défis, explorer des pistes pour faire avancer cette cause. Alors restez avec nous pour une émission passionnante sur l'égalité des chances pour les jeunes en formation. Et avant d'aller plus en avant sur cette thématique, Blandine Mézeret, directrice au Centre d'information et d'orientation de Bourg-en-Bresse, va nous permettre de mieux définir cette notion de mobilité. Blandine, bonjour. Bonjour. Alors, ma première question serait de définir ce que l'on entend par égalité des chances. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots? Alors, c'est un sujet qui est vraiment vaste. Je ne vais pas pouvoir tout dire. Je vais l'aborder sous un angle. Alors, on peut commencer par dire que c'est une valeur. C'est une valeur de la République. Liberté, égalité, fraternité. Et que l'on voit écrite au fronton des écoles. Alors, quand je dis école, c'est école avec un grand E. Et moi, ce que je voudrais montrer là, c'est comment l'école, elle va faire vivre cette valeur au sein d'un parcours d'un jeune, un parcours de formation, un parcours d'insertion. Alors effectivement, on peut dire, c'est, quel que soit son point de départ, c'est avoir accès avec les mêmes chances à l'arrivée. L'arrivée, ça peut être un bac professionnel, ça peut être avoir un accès à l'université ou à une insertion professionnelle. Alors quels sont, Blandine, les dispositifs qui vont dans le sens de cette égalité des chances? Alors avant les dispositifs, il y a les personnes. Et moi, je pense au professeur dans sa classe qui, en formant, en s'intéressant, en motivant, donne un message, transmet un message. Allez, pour toi, c'est possible aussi. Et puis, au sein de l'établissement, des dispositifs de liaison qui vont montrer ce qui se passe après l'école. Alors, ça peut être qu'ils vont montrer l'enseignement supérieur en faisant venir un étudiant qui va tutorer des plus jeunes et qui va regarder ces plus jeunes avec un regard qui leur dit « Allez, pour toi aussi, c'est possible ». Ça peut être aussi un professionnel qui va montrer son geste professionnel et qui là aussi va dire aux jeunes « Regardez, pour vous, c'est possible aussi ». Et puis, je pense aussi à des dispositifs comme l'internat proposé à des jeunes qui vont trouver dans l'internat un cadre plus propice au travail et qui va là aussi encore les aider dans leur réussite, les internats d'excellence par exemple, ou bien aussi, parce que ça c'est important, l'aspect financier, possibilité d'avoir accès à des bourses pour compenser, aider à une poursuite d'études, aussi bien au lycée, en CFA, en apprentissage, et voire même en enseignement supérieur. Moi j'aime bien en tout cas cette idée d'encourager les jeunes parce que en fait leur donner envie, leur donner confiance, et bien c'est ça aussi l'égalité des chances avec cette petite graine que l'on place à l'intérieur de la tête et qui évidemment quelques années après va pouvoir se révéler. Alors Blandine, le CIO, le Centre d'information et d'orientation, c'est la bonne porte d'entrée pour tout projet de formation et notamment que l'on sache ce que l'on veut faire plus tard ou pas du tout, hein. Alors Marc, oui, c'est une bonne porte d'entrée. Je voulais juste dire que là, on était en train de travailler dans le cadre de cette émission à l'égalité des chances, en parlant justement sur quel dispositif on peut s'appuyer. Et puis, plus généralement, ce salon, c'est aussi, ça fait partie d'une action égalité des chances. On montre aux collégiens, on montre à tous ce à quoi on peut s'attendre après le collège. Avec 15 filières, avec des filières qui recrutent, ça c'est très important évidemment de le signaler. Et puis la possibilité d'échanger sur le stand avec les CIO de l'Ain, avec des échanges qui pourront se prolonger au sein des CIO. Merci Marc d'en avoir parlé.
Merci Blandine. Voilà, je sais que tu es attendue sur le stand du CIO, alors je te libère. Merci encore. Nous venons d'évoquer les internats d'excellence, c'est l'occasion de les découvrir avec nos invités. J'ai à côté de moi Ken Alterman. Alors tu es conseiller principal d'éducation au lycée Xavier Bichat à Nantua. On vient avec Blandine de décrire ce qu'est l'égalité des chances, un principe important pour toi et pour ton établissement. Oui, bonjour. Oui, au lycée Xavier Bichat de Nantua, on a 120 élèves qui sont internes. L'internat est labellisé internat d'excellence. Et donc, tous ces élèves, on les accompagne dans leur réussite scolaire. Donc, un des buts principaux de l'internat d'excellence, c'est d'amener chaque élève au meilleur de son potentiel. Donc forcément, en s'adaptant aux situations individuelles et au parcours de chacun. Le deuxième gros travail qu'on a à faire, c'est de participer à la mixité sociale et à la vie ensemble de ces élèves. On a 46% des élèves qui sont issus de milieux sociaux défavorisés. Et le but, c'est de faire en sorte que dans notre lycée polyvalent, qui regroupe des bacs technologiques, professionnels et des bacs généraux, tous les élèves vivent ensemble et dans leur pour participer à leur bien-être et à leur réussite scolaire. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton métier, CPE? C'est un métier qui est très important parce que, en fait, tu fais le lien entre le collège, l'établissement et puis les élèves que tu vois tous les jours, évidemment, dans les couloirs, mais pas que. Oui, alors les CPE, on travaille sur plusieurs facettes. On a un grand champ de suivi éducatif, donc tout ce qui est suivi des retards, des absences, le côté un peu classique du CPE qu'on imagine bien. Et on a un côté gestion de l'équipe de vie scolaire. On travaille avec des assistants d'éducation qui sont vraiment les piliers de la vie en internat. C'est les adultes qui sont au quotidien, chaque nuit, avec les élèves, du petit déjeuner jusqu'au coucher. Et on a tout un champ d'action sur la vie citoyenne de l'établissement. De tout ce qui est l'éducation donc l'éducation au développement durable, l'éducation à la lutte contre le sexisme, l'éducation à la vie citoyenne, et on accompagne les élèves dans des projets avec le CVL, la MDL, les différentes instances de l'établissement. Et ça, c'est important aussi justement d'aborder ces thématiques-là avec eux au sein de l'établissement. Et donc, tous les jours, c'est important de le faire au collège, au lycée. Oui, l'éducation aux différents apprentissages transversaux, c'est quelque chose qui va de l'école maternelle jusqu'au lycée. Si je prends l'éducation au développement durable, par exemple, ou l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, c'est quelque chose qui est au programme de la maternelle jusqu'en terminale. Après, ça se fait différemment, bien sûr, selon l'âge qu'ont les élèves. Alors, quels sont les dispositifs sur lesquels vous pouvez vous baser pour favoriser cette égalité des chances dont on parle depuis le début de cette émission ? Alors nous, à l'internat, on a plusieurs temps forts pour accompagner les élèves. On a une assistante pédagogique notamment qui permet l'ouverture du CDI les soirs à l'internat. On a des postes informatiques à l'internat qui permet aux élèves de ne pas être isolés de l'outil numérique. Et après, on a tout un travail d'ouverture culturelle et sportive avec des sorties au cinéma, un club journal, des sorties sportives, la diffusion par exemple des matchs de foot pendant la Coupe du Monde de foot. On n'est pas coupé, quand on est dans un internat, on peut vivre les grands moments aussi. Oui, le but c'est que que ça remplace leur maison et leur famille. Alors après, c'est une famille de 120 internes et c'est une maison avec beaucoup de chambres et dans laquelle on est 4 élèves par chambre. Donc il y a des différences aussi avec la vie à la famille, mais le but c'est quand même qu'ils aient leur temps scolaire et aussi leur temps de vie intime et personnel après l'école qui se déroule pour la semaine à l'internat. Alors dans ton établissement, vous avez un label, c'est le label internat d'excellence. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, ça signifie plusieurs choses.
certains élèves sont aidés financièrement certains élèves qui sont issus de milieux sociaux défavorisés et qui sont boursiers sont aidés pour payer les frais d'internat. Donc ça concerne quelques élèves de façon individuelle. Et de façon plus générale, donc c'est ce que je vous disais, le but c'est d'accompagner chaque élève en adaptant son parcours de façon individuelle vers sa réussite, vers ses projets d'orientation et de participer au bien-être de chaque élève. Donc il y a le côté scolaire et il y a le côté bien-être qu'il faut lier, associer. Voilà. Après, dans l'internat d'excellence, ça passe aussi par le recrutement des élèves. Nous, nos élèves, ils sont à l'internat pour plusieurs raisons. Certains parce qu'ils ont fait des choix d'orientation professionnelle ou de section sportive qui n'existent pas dans leur lycée de secteur. D'autres parce qu'ils habitent dans des milieux reculés. Pour nous, le Haut-Bugey dans des zones de montagne, par exemple. Certains élèves sont à l'internat parce qu'ils n'ont pas toutes les conditions réunies à la maison pour travailler au lycée dans de bonnes conditions. Donc, par exemple, qui n'ont pas de place dans leur chambre pour travailler ou qui n'ont pas de connexion Internet. Il y a certains élèves qui sont à l'internat pour ces raisons aussi. Merci en tout cas pour toutes ces explications. Voilà, la mobilité qui est très importante. On en a parlé évidemment avec d'autres émissions que vous pourrez retrouver évidemment en vidéo à la demande. Merci Ken Alterman, vous êtes conseiller principal d'éducation au lycée Xavier Bichat à Nantua. Vous intervenez quand vous voulez parce qu'on va maintenant parler avec les délégués de l'internat qui sont avec nous. Voilà, vous nous avez permis effectivement à Morgane et Tom de nous rejoindre ce matin. Morgane Molas, merci, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission. On va parler de tes études et de cette vie à l'internat. Pour certains, le mot internat, eh bien, ça fait peur. Et pour toi, c'était le cas ou pas? Alors, franchement, c'est pas un mot qui fait peur, mais au début, on peut avoir certaines appréhensions au niveau de l'internat. Moi, personnellement, de base, je devais être interne au niveau du lycée de Oyonnax, mais parce que je suis en section rugby. D'accord. Sauf que du coup, j'ai été acceptée, mais il n'y avait pas assez de place. Du coup, on m'a transférée sur le lycée Xavier Bichat de Nantua, où j'ai pu découvrir plein de personnes, car je connaissais vraiment personne. Oyonnax, j'avais quelques connaissances, mais Nantua, j'en avais aucune. Et donc là, du coup, quand on est en internat, on vit avec d'autres personnes, 120 élèves, ça veut dire 120 frères et sœurs alors? Exactement, c'est un peu ça, parce que du coup, on est tout le temps tous ensemble. Voilà, on est tout le temps... Et c'est des bons moments. Alors, quand tu es arrivé dans une ville que tu connais pas, avec des jeunes que tu connais pas, est-ce que finalement, ça bouscule pas un petit peu et justement, on va peut-être plus facilement vers les autres? On est un peu obligé, mais en même temps, on se fait des amis. Ça, c'est bien. Au début, je sais que j'étais un peu sur... J'étais en recul sur les autres parce que je voulais pas forcément connaître les gens vu que c'était tout nouveau. Mais du coup, au final, j'ai été obligée de parler avec d'autres gens, sachant qu'en plus, j'étais en section rugby et je connaissais personne pareil. Donc, il fallait que je fasse connaissance avec plusieurs personnes. Et au final, voilà, tout s'est bien passé. Tu as des amis et tu as même été élu délégué de l'internat. Un vrai succès, donc bravo. Alors on va parler des avantages de l'internat, parce qu'il y en a, évidemment, on est loin de chez soi, mais c'est pas pour rien. S'il y a des avantages pour toi, ce seraient lesquels? Pour moi, ça nous fait grandir, on prend en maturité, parce que du coup on doit devenir autonome, ce qui était, contrairement à avant. On a plus de temps pour le travail personnel, donc ça c'est vraiment un avantage. Et puis, oui, ça nous permet de faire connaissance avec d'autres personnes qu'on ne connaissait pas forcément. Et puis voilà. Et tous les jours, est-ce qu'il y a aussi peut-être moins de fatigue parce que moins de transport? Oui, ça aussi, c'est un grand avantage parce qu'avant, je pouvais avoir 3 heures de transport dans la journée. Par jour? Oui, par jour. Ouais. Et du coup, finalement, on est directement sur place, on se réveille et là, on peut aller en cours directement sans... Super. En tout cas, voilà, ça permet d'être effectivement plus reposé et de pouvoir travailler aussi et faire d'autres activités. On va parler justement de ces activités. Et j'imagine qu'il y en a. Est-ce que vous sortez aussi quand on est dans un internat? Comment ça se passe? Oui, on a le droit de sortir dans la commune de Nantua jusqu'à l'heure du repas.
donc 18h30. Non. Ouais, 17h30, 18h40. Et on a plusieurs activités. Comme là, on a des sorties cinéma, donc une fois par mois. On a aussi, là, actuellement, on a une sortie rugby, où quelques internes, on va aller voir un match de rugby à Oyonnax. On a un foyer aussi à l'internat, donc on peut faire plein d'activités. Il y a des jeux de société, etc. Il y a un baby-foot, enfin voilà, il y a plein d'activités. Il y a tout ce qu'il faut pour se sentir bien et presque être comme à la maison. On va parler de ta formation maintenant parce qu'évidemment, il y a les loisirs, il y a les études, il y a l'internat, il y a ta formation qui est évidemment très importante. Est-ce que tu peux me dire en quelle classe tu es, ce vers quoi tu veux aller et peut-être même, pourquoi pas, le métier, si tu as une petite idée de celui que tu as envie d'exercer plus tard? Alors moi, je suis arrivée en seconde, j'étais en seconde générale. Et après, on a le choix soit entre un bac technologique, soit un bac général. Donc moi, j'avais déjà une idée précise de mon métier, donc je suis allée dans un bac technologique, c'est la ST2S. Donc c'est la science technologique du sanitaire et du social. Donc c'est de la santé sociale. Avec, je crois, une dominante rugby, parce que tu nous en as parlé tout à l'heure, et je crois que ce mot n'est pas là par hasard. Oui, effectivement, je suis en section rugby aussi. Donc la section rugby, c'est un complément du club, parce que ça fait très longtemps, enfin ça va faire 5 ans que je fais du rugby. Je suis en club et la section est là pour nous permettre d'évoluer dans ce sport. Et dans ta formation, qu'est-ce que tu apprends au quotidien? Et puis on parlera évidemment du temps qui t'est réservé pour pouvoir aussi faire ta passion et le rugby. On arrive à allier les deux, hein? Oui, effectivement. Dans ma formation, donc c'est du social et de la santé, comme j'ai dit. Donc moi, je vais faire infirmière plus tard. Donc c'est plus, je préfère la santé du coup. Mais le social, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est des choses qu'on apprend que d'habitude on n'apprend pas forcément. Enfin, comme là, on voit la sécurité sociale, les mutuelles, etc. Oui, ça fait grandir aussi dans la vie. J'imagine Voilà, que voilà, ça donne aussi d'autres éléments pour affronter les débuts de jeunes adultes. C'est très bien. Après, on a aussi de la biologie, mais de la chimie, c'est nos spé. On a biologie, chimie et STSS. La biologie, on voit tout ce qui est le corps humain, le fonctionnement des organes, etc. Donc c'est super intéressant. Et puis voilà. Oui, on sent que tu es passionné donc du coup pour ce futur métier, cette formation donc d'infirmière, voilà. On suivra ça avec intention. Et donc cette section rugby, explique-moi, c'est quoi? Combien de temps par semaine? Donc tu en fais le week-end en fait en loisir comme tout un chacun, c'est un sport que tu exerces, mais là du coup il y a du temps spécifique pour toi la semaine. Oui, c'est ça. Donc en fait, comme je suis en section, le rugby, donc j'ai 4 heures par semaine en section, c'est intégré dans mon emploi du temps. Donc j'ai un emploi du temps aménagé qui sont par exemple le lundi et le jeudi, j'ai entraînement de 16h à 18h. Voilà. D'accord, et donc j'imagine que là aussi en termes de progrès pour ce sport, c'est un avantage? Oui, c'est un grand avantage parce que du coup là, vu que je suis en section, on est suivi physiquement, donc on passe des tests, etc. Donc c'est vraiment bien pour continuer. Merci Morgane pour ton témoignage et ton retour sur l'internat. Alors, il y a Tom qui est à tes côtés. Tom est aussi délégué, tout comme toi. Tom, ton regard, toi, sur l'internat, c'est quoi? Et puis sur cet internat un peu particulier, parce qu'il y a ce label, évidemment, internat d'excellence. Mais c'est pas n'importe quel internat. J'imagine qu'on s'y sent bien, sinon on ne viendrait pas en parler, hein. L'internat, je trouve ça très bien. Comme ça, on peut faire des nouvelles rencontres. Plus de temps pour travailler, parce que le soir, on a une heure d'études obligatoires. On est loin de chez nous, du coup, on devient plus autonome, plus mature. Et ouais, c'est cool. Et toi, quand on t'a dit, voilà, tu vas aller en internat, c'était un choix ou on te l'a imposé dans ton parcours? Comment ça s'est fait? C'était plus un choix pour la section cyclisme du lycée, du coup. Et c'est plus pratique d'aller à l'internat que faire 3 heures de route tous les jours. Et oui, parce que quand on est troisième, évidemment, se dire qu'on va partir de la maison, c'est pas évident. Vraiment, changement d'habitude. Il y a vraiment beaucoup de changements. Comment ça s'est passé pour toi, les premiers temps à l'internat? Et puis aujourd'hui, voilà, bon, tu es délégué, j'imagine que évidemment, tu connais presque tous les 120 internes.
Au début, c'est un peu compliqué. Je suis arrivé avec un mois de retard, mais je me suis vite fait plusieurs amis. Je connaissais déjà quelques personnes de la section cyclisme. Et puis maintenant, je connais tout le monde. Et oui, le sport, ça crée des liens. Alors le rugby, on le savait, mais aussi dans le cyclisme. On a eu quelques éléments d'information avec Morgane sur une journée type à l'internat. Toi, qu'est-ce que tu retiens dans ces journées que tu passes dans cet établissement à Nantua? Journée classique, on se lève aux alentours de 7 heures. On déjeune jusqu'à juste un peu avant 8 heures. On a cours de 8 heures à midi. On mange. Après, on a cours l'après-midi jusqu'à 18 heures. On peut retourner à l'internat. On mange à 18h45 jusqu'à 19h30. 19h30, 20h, pause. 20h, 21h, 1 heure de travail. 21h, 22h, pause. Et puis après, on se couche. Et cette heure de travail, qui est imposée, tout le monde la suit, mais c'est bénéfique pour les études. C'est vrai que c'est plutôt bénéfique. On peut se motiver à travailler à plusieurs, aller demander de l'aide à d'autres qui sont plus forts à niveau scolaire. Et voilà. Tu nous as parlé de cyclisme. Je sais que tu pratiques donc le VTT, un sport qui est important pour toi. Tu es donc un sportif de haut niveau. Ta passion, donc le VTT, explique-nous ce lien maintenant avec, là aussi, ton emploi du temps à l'école et donc à l'internat. Avec le fait d'être au pôle espoir cycliste, du coup, c'est une filière liée avec avec ton établissement et puis avec la fédération, hein, c'est ça? C'est ça, avec la fédération qui peut nous mener au haut niveau. Et du coup, on a des emplois du temps aménagés. Lundi soir, on a 2 heures d'entraînement. Mercredi après-midi, 3 heures. Et jeudi après-midi, 3 heures. Oui, quand même. Oui, mais bon, sportif de niveau, ça veut dire aussi, j'imagine, beaucoup de travail là aussi dans ce domaine de VTT. Nantua, c'est plutôt pas mal pour exercer ce sport. Oui, c'est bien. Il y a les montagnes, il y a le plateau du Rotor juste au-dessus. Puis c'est bien, il y a le lac aussi pour faire le tour du lac en vélo, c'est pas mal. Et vous êtes combien dans cette section à faire du VTT? Donc là aussi, j'imagine des amitiés qui se font et qui seront faites pour de nombreuses années. On est 14, un groupe route et un groupe VTT. Et il y a 2 entraîneurs qui font. Il y en a un qui prend le groupe VTT, un autre le groupe route. Alors on pose toujours la question aux sportifs, des informations sur leur parcours et leur performance pour cette saison. Alors toi, tu as quel niveau? Qu'est-ce que tu vises et qu'est-ce que tu aimerais faire? Cette saison, c'était assez compliqué. J'ai eu des problèmes de santé. Mais j'ai quand même fait vice-champion régional et des podiums sur des courses assez reconnues. Niveau national, plus compliqué. Mais cette année, j'aimerais bien faire les Coupes du Monde. Ok, super. C'est pas rien ça. Donc on va suivre avec attention ton parcours en te souhaitant plein de bonnes choses. Et puis donc profiter de cet internat et donc des créneaux qui sont évidemment disponibles pour te permettre d'évoluer dans ta pratique sportive et ta passion. Merci à tous les trois pour vos témoignages qui sont d'excellents compléments de l'émission sur la mobilité que vous pourrez retrouver en vidéo à la demande sur Internet et notamment sur le site du département 1.fr. Alors merci encore. Alors que l'égalité des chances prend de nombreuses formes et après avoir découvert l'internat d'excellence qui en est un des dispositifs, je vous propose de découvrir ensemble avec Hervé Duquicourt qui nous a rejoint, qui est chef de la cellule recrutement au centre du service militaire volontaire d'Ambérieu-en-Bugey. Voilà, merci de nous avoir rejoints. On va parler donc de ce service militaire volontaire qui est un dispositif pour favoriser l'égalité des chances. Alors déjà ma première question, c'est de savoir ce que c'est que ce service militaire volontaire que l'on va appeler peut-être SMV. Voilà, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se cache derrière ces 3 lettres? Bonjour Marc. Oui, alors derrière le SMV, c'est le service militaire volontaire. En fait, c'est une mission qui a été confiée à des militaires pour amener les jeunes à l'emploi dans le milieu civil en s'appuyant sur des fondamentaux. Le savoir-être, le savoir pédagogique et le savoir-faire. Alors, qui sont ces jeunes qui vont pouvoir bénéficier de ce service militaire volontaire, donc ce SMV? À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à des jeunes français, âgés de 18 à 25 ans, peu ou pas diplômés. Et nous, le but du jeu, c'est vraiment de les remettre au travail. Leurs profils sont des jeunes qui parfois
ont décroché du système scolaire, ont décroché aussi du système professionnel? Oui, tout à fait. Ça va être des jeunes qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie, qui se cherchent, qui cherchent un cadre. Et là, nous, on est là pour les remettre parfois dans le droit chemin, leur redonner un cadre. Et tout ça, ça se passe très bien. Ben oui, je vois, parce qu'on va avoir un témoignage dans un instant d'un jeune justement qui a suivi ce service militaire volontaire et qui nous dira évidemment ce qu'on trouve à l'intérieur. Mais je vais quand même te poser la question. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on retrouve lorsque l'on va suivre ce service militaire volontaire? Déjà, c'est un internat. C'est sous le régime de l'internat, du lundi au vendredi. On va y retrouver tout ce qui fait le savoir-être, d'accord, le savoir-être militaire. Donc, on va y faire du sport. Pour reprendre confiance en soi, ça passe par un peu le dépassement de soi. Tout doucement, on va les remettre au sport. Oui, il y a presque un coaching en fait. Hein. Oui, c'est ça. En fait, on les accompagne. On les accompagne pour demain être plus autonomes. On les accompagne dans leur vie de tous les jours. Et ça passe bien évidemment par cet encadrement militaire, une fois de plus. Et ces jeunes vont pouvoir même bénéficier de sacrés coups de pouce qui vont les aider durablement dans la vie. Je crois qu'il y a des petits papiers qui sont quand même de sacré sésame. Le petit papier rose là. Oui, tout à fait. En fait, le jeune va pouvoir passer son permis de conduire gratuitement. Comme il est à l'internat, il est nourri, logé, blanchi gratuitement. Il est habillé comme un militaire. Vous le verrez tout à l'heure avec Wissem. Et voilà. Et tout ça... chose importante, ils sont également rémunérés, c'est-à-dire que le jeune reçoit un défraiement, une solde, nous qu'on appelle dans l'armée, tous les mois. C'est une vraie considération, évidemment. Je parlais de jeunes qui sont peut-être à côté de cette norme que l'on s'impose et qui vont à travers ce service militaire volontaire rejoindre donc l'image collective qu'on se fait de tout à chacun. C'est pas le cas de tout le monde bien sûr, mais en tout cas cette solde c'est une vraie prise en compte de la personne, et puis c'est aussi un encouragement quand même. Combien de temps cela dure pour un jeune qui souhaite s'engager auprès de vous pour ce service? Alors, le service militaire, on peut y faire maximum 1 an. Généralement, on est sur une moyenne de 10 mois. Le temps pour le jeune d'être formé au savoir-être, je vais le répéter, de passer son permis de conduire, d'avoir une petite remise à niveau scolaire, de passer le SST, le sauvetage secouriste au travail, et puis évidemment d'avoir cette formation professionnelle qui est diplômante ou qualifiante. Donc quand on sort effectivement de ce service, on a tout un panel de formations et qui sont très intéressantes. Et puis il y a ces deux mots, savoir-être, oui. Que l'on retrouve finalement tout au long de sa vie, savoir-être en famille, savoir-être en entreprise, savoir-être dans la vie de tous les jours, en société. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus? Parce que qu'est-ce qui se cache derrière le savoir-être? Ce qui se cache derrière le savoir-être, c'est ce que tout à chacun va demain retrouver dans une entreprise. Ce que veut un patron déjà le lundi matin, c'est que le jeune arrive à l'heure, c'est-à-dire la ponctualité. On va retrouver la politesse, la rigueur, la discipline, autant de qualités qui sont, on va dire, dans notre ADN. Et oui, parce qu'on est en plein cœur d'information orientation. On parle évidemment des formations après la 3e, mais après il y a la 3e, il y a le collège, après il y a les études, mais ça va très vite. Et donc après, c'est l'entreprise. Et donc ce savoir-être, on le retrouve dans l'entreprise. Donc c'est important de l'intégrer très rapidement pour justement avoir les bons codes. Tout à fait. On va avoir aussi un autre mot. On va s'arrêter sur des mots. C'est le mot militaire. Bon, c'est pas anodin comme mot. Ça veut dire que ce temps qui est passé avec vous, il y a une certaine rigueur. Tout à fait. Alors déjà, on s'adresse à des jeunes volontaires. Et puis oui, c'est l'encadrement qui est militaire. Il ne faut pas que les jeunes aient peur du militaire. Parfois ça rassure, parfois ça fait peur. Moi, on est vraiment là pour démystifier la chose. Nous, les militaires, on est là, il y a une rigueur. C'est leur apprendre qu'il y a des règles dans la vie de tous les jours. Et on leur transmet, nous, ce que nos pères nous ont appris. Et qu'est-ce que ça implique pour eux? C'est découvrir justement ce métier. Ils sont sur un terrain militaire. Ils sont là tous les jours. C'est un internat qui peut être même le week-end. Tout à fait. En fait, les jeunes sont sur la base aérienne d'Ambérieu-en-Bugey.
donc dans une enceinte militaire. Les jeunes sont sous le régime de l'internat, donc du lundi au vendredi. Si le jeune n'a pas les moyens de rentrer chez lui, le centre reste ouvert les week-ends, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est encadré par des militaires. Voilà pourquoi ça s'appelle militaire. C'est simplement l'encadrement qui est militaire. Je le répète, le but du jeu n'est pas d'en faire un militaire, mais bien de le prendre en tant que civil, de lui donner le vernis militaire pendant ces 10 mois, 12 mois, et ensuite de retourner à l'emploi civil. Alors il y a un autre mot là aussi qui est sur le fronton de cette manifestation, information, orientation. Il y a le mot formation qui ne vous aura pas échappé, et ce SMV, un lien fort avec cette formation. Il y a une aide de scolaire et là ça sera important aussi parce que ça permet aussi de réconcilier parfois les jeunes avec la scolarité, avec le monde de la formation. Et Alain ne me contredira pas tout à l'heure puisqu'on parlera des ingénieurs, mais ça veut dire que c'est peut-être une aide pour revenir dans ce milieu scolaire. Tout à fait. Au cours de la deuxième étape, qui est la formation complémentaire, ils ont une remise à niveau scolaire. Alors, on oublie la philo, on oublie l'histoire géo. Là, on va travailler sur les fondamentaux, qui sont le français, les maths et les outils numériques. Ensuite, a lieu une formation professionnelle. Voilà, cette remise à niveau scolaire a également lieu pour préparer la formation professionnelle. Il y a aussi des jeunes qui, à la fin de leur service militaire, se disent « mais je ne suis pas plus bête qu'un autre en fait » et qui repartent vers l'école. Et oui, c'est peut-être le petit coup de pouce qu'il leur fallait pour leur redonner confiance. Et cette notion de confiance, elle est très importante. Et je crois que la famille militaire est là aussi pour les aider et leur redonner cette confiance. Est-ce que tu vois un avant-après avec les jeunes que tu encadres? Tout à fait. Il reste toujours quelque chose du service militaire. Le jeune, parfois, il est perdu. Nous, on le remet dans le droit chemin. Tout simplement. C'est pas qu'ils les ont pas, ces qualités, c'est que des fois, ils les ont un petit peu oubliées. Et on découvre des jeunes magnifiques. Voilà. Ces jeunes arrivent, sont perdus. On les remet dans le droit chemin et ils vont retrouver leur voie tout seuls. Et quoi de plus agréable qu'un jeune revienne nous voir en nous disant merci, voilà, aujourd'hui j'ai mon appart, j'ai ma petite voiture, j'ai ma vie, en fait, tout simplement. Et puis je gagne ma vie. Alors ce SMV, c'est pas forcément un outil de recrutement pour l'armée. Ça peut l'être par contre parce que on peut aussi apprécier cet aspect de l'armée, du militaire. Comment ça se passe s'il y a un jeune qui dit moi j'ai fait 1 an chez vous, ça me plaît et j'ai envie de continuer? Il y a des passerelles qui se font? Tout à fait. Alors il y a 2 statuts chez nous. On a le volontaire stagiaire, Wissem va vous en parler, et puis on a le statut de volontaire expert. Il y reviendra, je veux pas tout lui piquer toutes ses réponses non plus. Et en fait le jeune, nous, la mission première n'est pas vraiment d'en faire un militaire. On n'est pas là pour recruter du militaire. Nous, on veut vraiment les former et les rendre à la vie civile. Maintenant, si un jeune se dit ça m'a vachement plu, tout compte fait, c'est vraiment ce que je veux faire, rien n'interdit ensuite d'aller voir un CIRFA, c'est un centre d'information de recrutement des forces armées, pour évoluer dans le monde militaire. Voilà, mais comme ça, la boucle est bouclée et on aura eu toutes les informations. Alors, vous n'êtes pas venu, tu n'es pas venu tout seul, vous êtes venu à 2. Et c'est pour moi l'occasion, du coup, de parler avec un jeune qui s'est révélé lors de son service militaire, volontaire, avec Wissem Alimoundir. Bonjour Wissem. Alors, j'aimerais revenir avec toi sur ton service militaire volontaire. Qu'est-ce qui t'a amené à suivre ce SMV? Pourquoi est-ce que tu y allais? Bonjour. Moi, je suis allé au service militaire volontaire parce que avant tout, j'étais en BTS. J'ai fait 1 an de BTS en économie sociale et familiale. Et pendant ces 1 an-là, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce qu'il me fallait et la filière que je voulais. Et je me suis dit, autant m'orienter à faire autre chose. Je suis allé, j'ai travaillé pendant 3 mois en intérim. Et après cela, j'ai commencé à chercher une formation pour pouvoir pour pouvoir obtenir satisfaction à mes besoins. Et avant ça. Alors, du coup, c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on se dit tiens, cette formation, elle me plaît pas. Du coup, je vais aller travailler en intérim, mais ça me plaît toujours pas. Et donc là, comment tu as su que ce service militaire volontaire existait et qu'est-ce qui t'a poussé à y aller? Je connaissais pas le service militaire volontaire, mais j'ai rencontré un ancien pote à moi
Et il a commencé à me parler du service militaire parce qu'il y était, il y est passé. Et il m'a dit que là-bas, il y a des avantages comme quoi on pouvait avoir le permis, gagner le permis. Euh, Et ça a été le déclic. Tu t'es dit, allez, moi j'y vais. Oui, c'est ça. Et je me suis dit, pourquoi pas aller et obtenir le permis entre-temps et commencer à découvrir un peu le monde De l'armée de l'armée. Oui, et c'est des ça. militaires. Alors justement, j'imagine qu'il y a un sacré changement d'habitude avec tes formations d'avant à l'école et le service militaire volontaire. Qu'est-ce qui te plaît dans ce service? Bah, dans ce service, je peux dire que ce qui me plaît le plus, c'est la collectivité, parce qu'on est en vie de famille. C'est comme une famille et on découvre d'autres gens, des gens super cool qu'on ne s'attendait pas. Et on a le temps aussi de se reprendre et s'entraider et faire plusieurs choses. Alors qu'est-ce que tu fais, toi, durant ce service militaire volontaire, tes journées, un exemple d'une journée par exemple que tu as? Bah, une journée type en service militaire volontaire. Bah, on est là, on se réveille à 6h, 6h10. Et Quand même, oui, ok. oui, pour la ponctualité, comme il l'a dit. Oui, oui, comme Hervé nous a dit tout à l'heure. Et on se réveille à 6h10 pour se rassembler à l'heure 6h45, ça dépend. Et pour aller au petit déjeuner et revenir après ça, se rassembler à 7h50 et se rassembler à 7h50 en tenue de combat, enfin treillis, et se rendre en salle de cours pour commencer la journée. Et dans cette journée, on va te proposer par exemple de passer le permis de conduire comme on l'a appris. Toi, ça a été le cas pour toi? Oui, en service militaire volontaire, il y a en maximum 12 mois. Déjà, en premier lieu, on aura 1 mois et demi, 5 semaines ou 6 semaines de d'FMI, formation militaire initiale. Et on va nous apprendre tout ce qui est la rigueur, la collectivité, la cohésion du groupe et le travail en équipe aussi. Et après ça, on aura 3 à 4 mois de remise à niveau, la remise à niveau scolaire. Et c'est pendant ce temps-là qu'on va passer aussi les 3 semaines en déplacement pour aller passer le permis. Et l'obtenir. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà, parce que là aussi, c'est un sacré sésame pour la vie qui évidemment va continuer après. Alors, je vais te poser la question dans un instant. Toi, les compétences les plus importantes que tu as acquis ou les valeurs les plus importantes que tu as acquis durant ce service militaire, ce serait quoi? S'il y a une chose où tu dis, tiens, ça, je ne l'avais pas avant, et maintenant que j'en suis sorti, je me trouve changé, et je pense que c'est ça qui me plaît le plus. Bah, moi, si j'ai un truc que j'ai appris, c'est la gestion du stress. Et parce que avant ça, j'avais pas trop l'habitude de me présenter à des gens, parler si facilement avec des gens. D'aller sur des plateaux télé, par exemple, qui est un exercice très compliqué, mais tu t'en sors très bien, donc c'est parfait. Et la vie de militaire, parce que quand on passe, voilà, alors on a des troisièmes, mais quand on est jeune en tout cas, et qu'on arrive dans l'armée, il y a des changements qui se font, il y a parfois des changements un peu physiques. Pour moi, ça va, au niveau des cheveux, j'aurais pas grand-chose à faire, mais c'est pas rien quand même, c'est un vrai changement de vie aussi, hein. Oui, ça nous change totalement parce que ça nous sort de notre zone de confort et on apprend à avancer dans la vie et à apprendre de nouvelles choses. Super. Toi, comment est-ce que tu vois ton évolution? Est-ce que, alors Hervé nous a dit qu'il y avait des avant, après. Est-ce que toi, tu te trouves changé et qu'est-ce que tu en retiens? Bah ouais, effectivement, j'ai changé, que ce soit au niveau physique ou au niveau social. La vie sociale, j'ai changé et j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a appris à aller de l'avant aussi et comprendre des choses que je ne comprenais pas forcément avant.
Bon, et puis on voit le sourire, donc ça a l'air de te plaire. Et je regarde aussi Hervé qui a le sourire aussi. Et donc voilà, ça va évidemment dans le sens de ce changement et de cette évolution positive. Et alors après, quand on goûte à cette vie militaire, quand on réalise donc ce service militaire volontaire, on a évidemment des idées parce que ça ne dure qu'un an, on l'a dit. Donc qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Est-ce que tu as envie de rester un peu avec un pied dans l'armée? Est-ce que ça t'a donné envie ou une vocation? Oui, en effet. Là, je suis en fin de formation et dans une semaine et demie, quelques jours, je vais commencer une formation qui pour passer de VS, volontaire expert, volontaire stagiaire, à volontaire expert dans l'encadrement pour aider à encadrer les jeunes au sein du service militaire volontaire. Qui, comme toi, donc peut-être reviendront dans les jours ou les semaines à venir pour rejoindre ce programme. Merci beaucoup Wissem pour ton témoignage. On te souhaite plein de belles choses pour la suite. En tout cas, on est ravis de voir que ce programme t'a plu et que tu t'inscris parfaitement et avec bonheur dans celui-ci. Alors, on a avec nous aussi Alain Petitjean. Alain Petitjean, vous faites partie de l'association des ingénieurs et scientifiques de France. Vous étiez en internat peut-être, vous, dans votre scolarité ou pas? Oui, bonjour Marc. C'est un très bon souvenir. J'ai réalisé ma scolarité au lycée dans un internat et c'est une expérience tout à fait positive dans la mesure où ça m'a aidé à bien travailler, à être organisé et j'ai gardé de très bons copains d'époque. Voilà, donc moi je pense que c'est une bonne formule pour un certain nombre de jeunes, en particulier ceux qui habitent loin de leur lycée, de leur centre de formation. Oui, des amitiés qui sont fortes et durables. Est-ce qu'on peut parler de ton association que tu représentes aujourd'hui? Oui. Et le lien avec ce qu'on vient de dire? C'est-à-dire que voilà, on a dit que parfois on pouvait être un peu éloigné du chemin de l'école, le reprendre grâce à des initiatives liées à l'égalité des chances. On a eu donc cet exemple avec ce service militaire volontaire. Et donc une fois qu'on revient dans la course finalement, l'association que tu représentes va peut-être donner quelques pistes pour devenir ingénieur, c'est possible? C'est possible. Donc notre association, c'est donc comme tu l'as dit, les ingénieurs et scientifiques de France. On représente plusieurs centaines de milliers d'ingénieurs aujourd'hui. Et il faut savoir que c'est un métier auquel on peut accéder de différentes façons. Voilà, on peut faire directement des études longues, mais il est possible aussi de rejoindre différents cursus. Et on voit un certain nombre de personnes qui évoluent dans leur vie et qui rebondissent sur des études d'ingénieur à un moment donné. Et voilà. Et mon souhait, c'est qu'il y ait de plus en plus de jeunes ou de moins jeunes qui évoluent vers ces formations et ces métiers qui sont passionnants. J'ai entendu que cette association représentait de très nombreux ingénieurs. Il n'y en a pas assez en France? Alors, on en forme 3 fois plus qu'il y a 30 ou 40 ans. Et pour autant, ça ne suffit pas. On forme 44 000 ingénieurs par an. Il en faudrait 60 000. Vous voyez, 10 000 ingénieurs chaque année qui seraient tout à fait utiles pour répondre à nos défis aujourd'hui. Ouais. Ah oui, c'est pas rien. Et alors justement, dans quel secteur il y a ce manque d'ingénieurs? Alors c'est dans beaucoup de domaines, c'est le cas de l'énergie, les énergies renouvelables, l'énergie nucléaire, c'est le cas aussi de l'informatique, on a besoin de gens de l'informatique, mais c'est vrai dans beaucoup de domaines, les matériaux, on a de la plasturgie ici aujourd'hui, c'est vrai pour le médical, l'aéronautique, etc. Voilà, beaucoup de domaines techniques, scientifiques ont besoin de ces compétences. Alors c'est quoi une formation d'ingénieur? Parce que c'est un mot qui fait peur quand même et qui le rend presque inaccessible, ce métier, ce poste et cette fonction. Alors c'est essentiellement
des formations techniques et avec un fondement scientifique. C'est vrai qu'il faut aimer les maths, la physique pour être à l'aise dans ces métiers, mais on a également des compétences plus technologiques. Et puis l'ingénieur, c'est quelqu'un qui doit travailler en équipe, c'est quelqu'un qui doit intervenir aussi à l'international ou travailler avec différents milieux. Donc les compétences en langue sont bienvenues également aussi. Voilà, donc. On a parlé de l'égalité filles-garçons lors d'une émission réalisée ici, en plein cœur de ce salon Information Orientation. Les filles aussi doivent penser à ces postes d'ingénieurs, me semble-t-il. Effectivement, et on manque de femmes et de jeunes filles dans ces cursus. En gros, on a 28% des jeunes diplômés d'écoles d'ingénieurs qui sont des filles, et ça nous semble tout à fait insuffisant. C'est un chiffre qui plafonne et on souhaite vivement accueillir plus de femmes dans nos métiers. Donc alors, si vous avez envie d'en accueillir plus, c'est que je crois, alors vous me l'avez dit, je ne l'invente pas, mais je crois qu'il y a un vrai bénéfice d'avoir des équipes mixtes. Absolument, c'est ça. On constate que dans des équipes qui sont composées d'hommes et de femmes, eh bien, il y a un meilleur fonctionnement, il y a une meilleure performance d'ensemble. C'est une vraie richesse, il y a plus d'idées et les équipes fonctionnent mieux. Voilà, donc c'est un double bénéfice. Voilà, c'est bien d'encourager, d'ouvrir ces formations aux femmes, mais il y a un bénéfice pour les entreprises et pour la société. Voilà, donc les filles peuvent devenir ingénieurs. Devenez ingénieurs. Voilà, il faut évidemment penser à n'ayez pas peur, cela. C'est pas fermé, vous avez toutes les compétences, voilà, et vous pourrez vous épanouir, trouver de très beaux métiers. Si vous avez un message, alors peut-être plus personnel, pour les jeunes qui suivent un parcours issu de l'égalité des chances, ce serait lequel? Voilà, c'est de croire... Je pense qu'il faut avoir confiance en soi, voilà. Il faut avoir confiance en soi et ne pas hésiter à avoir une certaine ambition, à viser haut. Je pense que, voilà, on ne connaît pas forcément ses limites et je pense qu'on peut se découvrir. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, voilà, j'encourage les jeunes à s'investir et à viser le plus haut possible. Merci Alain pour toutes ces explications. Alors voilà, il ne faut fermer aucune porte. On arrive à la fin de notre émission sur l'égalité des chances pour les jeunes. Au cours de cette émission, nous avons entendu des témoignages de jeunes qui bénéficient de dispositifs liés à l'égalité des chances pour les jeunes. Alors c'est évident que cette égalité est un enjeu crucial et que nous avons encore du chemin à parcourir pour garantir à tous eh bien, les mêmes opportunités et possibilités. Cela nécessite les efforts de tous, des entreprises qui mettent en place des dispositifs d'aide à l'emploi et de formation pour les jeunes, des établissements scolaires qui accompagnent les élèves dans leur parcours professionnel par exemple, et puis de la part de chacun d'entre nous qui pouvons agir contre les stéréotypes et les discriminations. J'espère que cette émission vous a permis de mieux comprendre cet enjeu. Cette émission a été préparée avec Amélie Daguet-Fiorini de la direction des collèges du département de l'Ain. Merci à elle pour l'énorme travail qu'elle a réalisé. En parlant de réalisation, c'était William Dedard et les équipes de Média France pour le plateau télé et les moyens techniques. Merci de votre écoute et à très bientôt.